Je suis simplement entré pour manger un morceau, mais ce que j'ai vu à ce moment-là a détruit ma vie pour toujours. Je suis entré au restaurant, l'avenue, juste pour manger un morceau entre deux rendez-vous. C'était notre petit coin habituel, à Céline et moi. Nous y allions le vendredi, pour célébrer la fin de la semaine de travail. Le restaurant se trouvait au 7e étage d'un centre d'affaires. Ses fenêtres panoramiques offraient une vue magnifique, plongeant sur la ville nocturne, parsemée de lumière. J'aimais cet endroit pour son atmosphère, calme, chaleureuse, avec la lumière tamisée des bougies, et le son doux du jazz. Nous nous asseyions toujours à la table près de la fenêtre. Celle qui se trouvait tout au fond, cachée par une arche couverte de lierre vert. Céline disait qu'elle s'y sentait comme dans un conte de fées, à l'abri, loin de l'agitation du monde. Ce jeudi-là, j'avais terminé mes négociations plus tôt que d'habitude. Le contrat avec le nouvel investisseur était signé. Je voulais fêter ça, seul, avec un bon verre de vin, et une belle entrecôte cuite à point. Je marchais dans le couloir du restaurant, en ajustant ma cravate, et je souriais intérieurement. Je me disais que j'allais peut-être appeler Céline, l'inviter ici pour la soirée, pour improviser un rendez-vous amoureux. Mais l'air s'est figé dans mes poumons, au moment où je me suis approché de notre table. Ma femme était assise là. Elle était magnifique, oui, dans cette robe crème, celle que je lui avais offerte pour son dernier anniversaire. Ses cheveux étaient coiffés dans ce style faussement négligé, que j'aimais tant. Mais elle n'était pas seule. Un homme était assis en face d'elle, et Céline lui donnait du gâteau à la cuillère. Elle ne se contentait pas de tendre le bras par-dessus la table. Elle se penchait vers lui, passait doucement la crème sur ses lèvres, et ses doigts s'attardaient sur son menton. Et elle riait. Elle riait de ce rire clair, sincère, insouciant, que je croyais m'être exclusivement réservé. Je le considérais comme ma récompense personnelle, pour toutes ces années d'attention et d'amour. Cet homme, c'était Victor. Victor Moreau, mon associé au cabinet d'architecture. Mon ami depuis 10 ans, avec qui j'avais tout commencé de zéro. Nous avions partagé nos dernières pièces pour payer un café, et nous avions passé des nuits entières, penchés sur des plans. Cet homme était le témoin de notre mariage. C'était lui qui m'avait tenu par l'épaule, pendant que je prononçais mes vœux à Céline. Et maintenant, il était assis là. Il laissait ma femme lui donner du gâteau, et sa main reposait sur le genou de Céline, cachée sous la nappe. Je le voyais bien, à la façon dont elle se penchait légèrement vers lui. Ils étaient totalement absorbés l'un par l'autre. Ils ne remarquaient ni les serveurs qui passaient, ni la musique de fond. Ils vivaient dans leur petite bulle de trahison. Ils étaient absolument certains que j'étais, comme d'habitude, en train de trimer quelque part jusqu'à pas d'heure. Ils pensaient que je vérifiais les fondations du nouveau centre commercial, avec mon casque de chantier, mes chaussures sales, bien loin de leur vie si élégante. Je restais immobile. Il m'a semblé qu'une éternité s'était écoulée, avant que je ne puisse esquisser le moindre geste. La colère n'est pas venue tout de suite. D'abord, il n'y a eu qu'un vide, un trou béant dans ma poitrine. C'était comme si quelqu'un m'avait arraché le cœur, et me le montrait, posé au creux de sa main, encore palpitant. J'avais envie de hurler. Je voulais me jeter sur eux, renverser la table, briser leur sourire à coups de poing, mais mon corps refusait d'obéir. Je restais planté là, comme une statue, derrière cette arche de lierre. Je regardais simplement ma vie tomber en morceaux. Et puis, ma main a cherché mon téléphone d'elle-même. Pas pour passer un appel. Pas pour prendre une photo et faire un scandale. J'ai lancé l'enregistrement vidéo, calmement, sans me faire remarquer. En pressant l'appareil contre ma poitrine, j'ai filmé leur rire. J'ai filmé la façon dont elle essuyait la crème sur ses lèvres avec sa serviette, la façon dont il embrassait son poignet. J'enregistrais cette trahison en haute définition, pour que chaque détail, chaque petite nuance, soit parfaitement documenté. Au moment précis où Céline a eu ce petit rire étouffé, ce son que je considérais comme le symbole de notre bonheur, elle agissait comme si je n'existais plus. À cet instant, quelque chose s'est brisé en moi, et autre chose est née. Ce n'était pas la flamme furieuse de la vengeance, celle qui consume la raison. Non. C'était de la glace. Une glace froide, dure, impitoyable, qui est venue combler tout le vide dans ma poitrine. J'ai cessé de ressentir la douleur. J'ai cessé de ressentir de l'amour. Je n'ai plus rien ressenti du tout,
à part un objectif, d'une clarté cristalline, d'une précision chirurgicale. La vengeance ne demande pas d'urgence, elle exige de la précision. J'ai éteint la caméra, je me suis retourné, et je suis sorti du restaurant, aussi discrètement que j'y étais entré. Personne n'avait remarqué mon arrivée, ni mon départ. Je suis descendu au parking souterrain, je suis monté dans ma voiture, et je suis resté là, pendant 10 bonnes minutes, à fixer le volant. Mes mains ne tremblaient pas. Mon regard était lucide. Et j'ai commencé à réfléchir. Céline ne travaillait pas. Elle vivait à mes frais. Grâce à mon entreprise, grâce à mes projets, et à mes innombrables nuits blanches. Victor, lui, avait accès aux finances, aux comptes bancaires, et à ma signature. Il pensait que j'étais un idiot, un travailleur acharné et aveugle, qui portait la famille et l'entreprise sur son dos, pendant qu'il s'amusait. Ils avaient tort. J'ai pris mon téléphone, et j'ai composé le numéro de mon avocat, Antoine. C'était un ancien camarade d'université. Un homme qui ne posait jamais de questions inutiles, et qui savait toujours faire la part des choses, entre la loi et la justice. Salut Antoine, c'est Julien. Tu te souviens de notre discussion sur mon contrat de mariage, il y a 2 ans? Celui que Céline a signé sans même le lire. Je m'en souviens parfaitement, m'a-t-il répondu, un peu surpris par mon appel à une heure si tardive. Tu avais insisté pour inclure une clause stricte sur l'infidélité. Elle en avait ri, en disant que c'était tellement romantique de se faire une confiance aveugle. Sors ce dossier, lui ai-je dit d'un ton calme, et prépare tout pour un divorce immédiat. Le motif sera la faute pour violation de la fidélité conjugale. Assure-toi de la préservation totale de mes actifs. Un long silence s'est installé au bout du fil. Julien, qu'est-ce qui s'est passé, a-t-il demandé. J'ai vu l'avenir, ai-je répondu, et elle n'en fait plus partie. J'ai raccroché, et j'ai démarré le moteur. Dans le rétroviseur, j'ai observé mon propre visage. Il était calme. Beaucoup trop calme. Dans mes yeux brûlait ce froid glacial, ce genre de froid qui ne vous réchauffe, que lorsqu'un plan se met en marche. Je suis rentré chez moi. Cette maison, qui allait bientôt cesser d'être la nôtre. Et j'ai souri, car la vengeance est un plat qui se mange froid. Et je venais tout juste de commencer à préparer le banquet. Pendant 3 semaines, j'ai été le mari idéal, et le meilleur des amis. J'embrassais Céline tous les matins, avant de partir travailler, et je lui disais que je l'aimais. Le vendredi, je lui rapportais des fleurs. Ces fameuses pivoines, qu'elle préférait largement aux roses. Je l'enlaçais avant de dormir. Je sentais son corps se raidir, alors qu'elle pensait que j'ignorais tout de son impatience. Elle n'avait qu'une envie, que je m'endorme enfin, pour avoir le champ libre sur son téléphone, et lui envoyer des messages. Chaque matin, je me levais à 6 heures, comme d'habitude. Mais, au lieu de me rendre sur un chantier ou au bureau, je m'installais dans ma voiture, garée au coin de la rue, et j'attendais. Je voyais Victor s'arrêter devant notre maison, à 10 heures du matin, juste après le passage des agents d'entretien de la voirie. Puis, il repartait vers 14 heures, alors que le soleil était au zénith. Je notais sa plaque d'immatriculation, ainsi que ses heures d'arrivée et de départ. Je consignais le moindre détail dans un carnet noir, que je gardais précieusement dans mon coffre-fort au bureau. Avec Victor, mon attitude était encore plus parfaite. Nous déjeunions ensemble, nous discutions de nos projets, et nous rions en évoquant de vieux souvenirs. Je lui demandais même conseil sur des questions financières, pour lui faire ressentir mon entière confiance, ma totale cécité. Un jour, il s'est plaint de quelques difficultés dans sa vie personnelle. J'ai hoché la tête avec compassion, et je lui ai suggéré de consulter le psychologue que je prétendais voir moi-même. Il a refusé, en affirmant que tout était sous contrôle. Je savais pertinemment qu'il parlait de Céline. Il pensait vraiment maîtriser la situation. Il se trompait lourdement. Le soir, enfermé dans mon bureau, je fouillais dans les bilans financiers de l'entreprise. Victor n'était pas seulement un traître, c'était aussi un voleur. Il prenait de petites sommes au début, puis des montants de plus en plus importants. Des fausses factures de travaux, des missions de conseil fictives, des virements vers des sociétés écrans. Sur la seule année écoulée, il avait détourné près de 200 000 euros. C'était largement suffisant pour lui. Assez pour acheter un bel appartement à Céline, et lui promettre un bel avenir,
financé par mon propre argent. Je rassemblais les preuves, avec méthode. J'agissais comme un archéologue, déterrant les ruines d'une cité antique. Chaque chiffre, chaque signature, chaque date, tout s'empilait soigneusement, dans un dossier étiqueté « Projet V ». J'ai engagé un détective privé. Son travail consistait à photographier leurs rencontres, que ce soit au restaurant, au parc, ou dans cet appartement précis, que Victor avait loué pour leur rendez-vous intime. Je connaissais l'adresse, je connaissais leurs emplois du temps. Je savais même qu'ils prévoyaient de partir ensemble en Italie, à la fin du mois. Un voyage d'affaires pour lui. Un week-end chez une amie pour elle. À l'intérieur de moi, tout était d'une clarté glaciale. Pas le moindre accès de colère, aucune nuit d'insomnie. En fait, je dormais mieux que je ne l'avais fait depuis des années, car je voyais enfin la situation dans sa globalité. La trahison n'était plus un coup de poignard dans le dos. Elle était devenue une arme, fermement tenue entre mes mains. Antoine, mon avocat, a travaillé sans relâche. Le contrat de mariage, que Céline avait signé avec tant de légèreté il y a 2 ans, était tout simplement infaillible. À l'époque, elle s'était moquée de ma paranoïa, et de mon besoin obsessionnel de protéger l'entreprise, que nous avions bâtie ensemble. Quelle preuve de romantisme, disait-elle, que de se faire confiance aveuglément. Elle n'avait pas lu les petites lignes. Elle ignorait totalement que la clause d'infidélité la priverait de tous ses droits sur les biens acquis pendant le mariage. Cela incluait l'appartement, la voiture, et ses parts dans la société. Elle s'imaginait qu'elle allait épouser Victor, et vivre une vie de château. Ce qu'elle ne comprenait pas, c'est que Victor n'avait aucune intention de l'épouser. Il se servait d'elle, tout simplement, de la même manière qu'il s'était servi de moi. J'ai privatisé cette fameuse salle du restaurant, l'Avenue, pour le vendredi soir. C'était le 13 du mois, la date anniversaire de notre mariage. Il me semblait hautement symbolique, que tout se termine à l'endroit précis, où j'avais commencé à ouvrir les yeux. 3 jours avant l'événement, j'ai envoyé les invitations. Céline a reçu un magnifique bouquet de 200 roses blanches, ses fleurs préférées. Elles étaient accompagnées d'un mot écrit sur du beau papier, « Mon amour, notre anniversaire mérite une célébration très spéciale. Rejoins-moi à l'Avenue, à 19h. Porte cette belle robe que tu aimes tant. » Elle devait penser que j'avais enfin remarqué son éloignement. Elle devait penser que je cherchais à tout arranger, que j'étais prêt à pardonner, et à oublier le passé. Elle devait se présenter à ce rendez-vous, persuadée d'y trouver son mari, toujours aussi fatigué, aimant, et profondément aveugle. À Victor, j'ai envoyé un message strictement professionnel, réunion urgente avec un investisseur clé. Totalement confidentiel. Sois là pour 19h. C'est une question de survie pour l'entreprise. Ne sois pas en retard. L'investisseur déteste attendre. Il devait arriver là, en pensant que nous allions discuter d'un projet d'envergure. Il s'imaginait sûrement que j'allais enfin lui céder le contrôle total, et que son rêve de s'emparer de l'entreprise devenait enfin réalité. Chacun devait s'y rendre, convaincu d'aller à la rencontre de son propre avenir. Au lieu de cela, ils allaient tous les deux faire face à leur passé, et à mon présent. Je suis arrivé au restaurant avec 1 heure d'avance. J'ai minutieusement vérifié l'éclairage. Il devait être tamisé, mais suffisamment clair pour un bon enregistrement vidéo. J'ai contrôlé l'acoustique. La salle serait plongée dans le silence, pour que le moindre mot soit parfaitement audible. J'ai inspecté la table, celle-là même près de la fenêtre, où je les avais surpris. Dessus, trônait cette fameuse assiette avec la part de gâteau. C'était exactement le même dessert, celui qu'elle lui donnait à la cuillère. Je l'avais spécialement commandé, chez le même chef pâtissier. Je me suis installé confortablement dans mon fauteuil, et j'ai posé 2 chemises cartonnées devant moi. L'une était destinée à Céline, contenant les documents de divorce, et la liste exhaustive des droits qu'elle venait de perdre. L'autre était pour Victor, remplie de preuves de ses malversations, et d'une notification l'informant que le dossier avait été transmis aux autorités judiciaires. Entre ces 2 dossiers, j'avais placé une tablette. La vidéo de leur rendez-vous amoureux y était chargée, prête à être diffusée. Je me suis versé un verre d'eau fraîche, et je l'ai bu d'un trait. Mes mains ne tremblaient absolument pas. Les battements de mon cœur étaient réguliers. Le regard fixé sur la porte d'entrée, j'attendais patiemment. C'était le calme qui précède la tempête. Mais cette fois-ci, c'était moi qui contrôlais les éléments.
Ils sont arrivés de deux directions opposées, presque en même temps, comme s'il obéissait au geste d'un chef d'orchestre invisible. Céline est apparue par la gauche, vêtue de cette fameuse robe de couleur crème, que je lui avais offerte pour son anniversaire. Elle portait cette coiffure décontractée, dont elle pensait qu'elle la rendait irrésistible. Victor a surgi par la droite, moulé dans un costume sombre et très coûteux. Il affichait ce petit sourire suffisant, typique de l'homme persuadé que son prénom, Victor, signifiait la victoire, et que c'était là sa destinée. En s'apercevant mutuellement, ils se sont figés sur place, à moins de 2 mètres l'un de l'autre. Puis, leurs regards paniqués se sont tournés vers moi. J'étais installé à la table, affichant un calme olympien, avec une posture presque désinvolte, comme si je les attendais simplement pour passer à table. Juste devant moi, reposait cette assiette avec le gâteau d'un blanc immaculé, accompagné de son coulis de fraises. C'était cette même crème, qu'elle avait délicatement passée sur ses lèvres, 3 semaines plus tôt. À côté, se trouvaient les 2 dossiers en cuir sombre, ainsi que la tablette, dont l'écran était noir. La salle était totalement déserte. Je l'avais privatisée pour la soirée, et le personnel de salle avait reçu pour consigne stricte, de ne pas intervenir avant mon signal. Prenez place, leur ai-je ordonné, d'une voix qui résonnait de manière parfaitement égale, sans la moindre trace d'émotion ou de colère. Il ne faudrait surtout pas que le dessert attende trop longtemps. Ils ont échangé un long regard. J'ai pu lire la prise de conscience, qui s'est soudainement allumée dans leurs yeux. Ils venaient de réaliser qu'ils étaient tombés dans un piège. Mais ils ignoraient encore l'ampleur des dégâts. Ils gardaient l'espoir secret, qu'il s'agissait d'une simple coïncidence. Ils espéraient que j'étais ignorant de tout, et qu'ils pourraient encore jouer un rôle, pour s'en sortir. Céline a fait un pas dans ma direction, ses traits se tordant pour arborer un masque d'innocence profondément offensé. « Julien, qu'est-ce qui se passe ici ? Tu m'as demandé de venir. » Et Victor. Nous nous sommes croisés par pur hasard. « Asseyez-vous » l'ai-je brutalement coupé, mon intonation n'ayant rien d'un ordre, mais plutôt l'affirmation d'un fait incontournable. Tous les deux. Victor a tenté de m'adresser un sourire. C'était son grand sourire de commercial, celui qui fonctionnait à tous les coups, avec nos meilleurs clients. « Écoute, mon vieux, tu te fais sûrement des idées. Céline et moi. Nous étions simplement en train de discuter d'eux. » J'ai levé une main, et ces mots se sont étranglés dans sa gorge. J'ai saisi la tablette, j'ai allumé l'écran, et je l'ai tourné vers eux. La vidéo a démarré sur une image floue, avant de se stabiliser, pour faire la mise au point. Leur rire complice, sa main à elle tenant la petite cuillère, la crème étalée sur ses lèvres à lui. Puis, ses doigts caressant son menton, et enfin, leur baiser fougueux, qu'ils n'avaient pas réussi à contenir, même au beau milieu d'un lieu public. Pendant que la scène se déroulait sous leurs yeux, je scrutais leur visage décomposé. Céline est devenue livide. Victor a dégluti difficilement. Sa mâchoire s'est mise à trembler de façon incontrôlable. « C'est un montage grossier », a-t-elle murmuré, la voix tremblante. « Julien, tu ne comprends rien à la situation. » J'ai coupé la lecture de la vidéo, puis j'ai ouvert le premier dossier. J'en ai extrait une liasse de documents officiels, que j'ai étalés devant elle. Voici notre contrat de mariage, celui que tu as signé il y a 2 ans, ai-je articulé d'une voix calme. Article 17. En cas de faute avérée pour violation de la fidélité conjugale, le demandeur conserve la pleine propriété de l'ensemble du patrimoine acquis en commun. Cela inclut l'ensemble des biens immobiliers, les véhicules, ainsi que les parts sociales des sociétés. La partie adverse est déchue de tout droit à une prestation compensatoire, ou à la moindre pension. J'ai lentement tourné la page. Et ceci est la requête en divorce pour faute, qui sera déposée au tribunal. Elle est accompagnée de toutes les preuves nécessaires. Les enregistrements vidéo, le rapport complet du détective privé, et les relevés bancaires prouvant vos dépenses communes. L'audience de conciliation est fixée dans 2 semaines. Mon avocat assurera ma défense. Je te conseille vivement de trouver le tien. Même si, pour être tout à fait franc, ça ne changera absolument rien au verdict final. Céline gardait les yeux fixés sur les papiers, sans oser les toucher. Ses mains tremblaient de façon frénétique. « Tu n'as pas le droit de faire ça », a-t-elle balbutié, d'une voix à peine audible. « Tu prends absolument tout. J'ai passé 8 ans de ma vie avec toi.
Tu as vécu à mes crochets pendant 8 ans, ai-je achevé à sa place. Et durant ces 6 derniers mois, tu as dilapidé mon argent pour lui faire plaisir. Des appartements loués en secret, des dîners luxueux, des week-ends en amoureux. Je sais tout, Céline. Je connais chaque dépense, chaque date, dans les moindres détails. J'ai ensuite tourné la tête vers Victor. Il se tenait debout, lourdement appuyé contre le dossier de sa chaise. Son visage avait pris une teinte d'un gris cadavérique. C'est ton tour, à présent, lui ai-je annoncé, en ouvrant la seconde pochette. J'ai sorti les historiques des virements bancaires, les copies des fausses factures, et l'intégralité des échanges de mai avec ces sociétés écrans. Mon ton était posé, chirurgical, pareil à celui d'un expert comptable détaillant un bilan de fin d'année. Abus de confiance à grande échelle, détournement de fonds systématique, et abus de biens sociaux. Article 314-1 du Code pénal français. Tu risques entre 5 et 10 ans de prison ferme. L'amende s'élève à 375 000 €, et tes biens personnels pourront être saisis. J'ai laissé tomber le dernier feuillet sur la nappe. Ceci est la notification de rupture définitive de notre partenariat, avec exclusion immédiate de l'Assemblée des associés. Le dossier complet a été transmis à la Brigade de répression de la délinquance économique. Mon détective t'attend en bas de l'immeuble. Il est prêt à les contacter directement, si tu souhaites gagner du temps, et te rendre de ton propre chef. Victor a ouvert la bouche, essayant de formuler une réponse, mais aucun son n'a franchi ses lèvres. Il dévisageait les pièces à conviction. Puis, il m'a regardé, avant de tourner les yeux vers Céline. Elle le regardait fixement, et je n'ai vu aucune trace d'amour dans son regard. Je n'y ai vu que de la terreur pure. La peur panique de comprendre qu'il ne viendrait pas à son secours, que ses comptes bancaires seraient bloqués, et que toutes ses belles promesses n'étaient que du vent. Tu n'obtiendras jamais gain de cause, a fini par souffler Céline, en s'adressant à moi, la voix chevrotante. C'est totalement illégal. C'est du chantage pur et simple. J'ai déjà obtenu tout ce que je désirais, ai-je rétorqué. J'ai récupéré ma liberté, ma paix d'esprit, et le sens de la justice. Je me suis levé, j'ai réajusté mes boutons de manchette, puis, avec une lenteur calculée, j'ai coupé un morceau de gâteau avec ma fourchette, et je l'ai mis dans ma bouche. La crème était douce, presque écœurante de sucre. Elle collait au palais, mais j'ai avalé la bouchée, en faisant passer le tout avec une gorgée d'eau. Je vous souhaite un excellent appétit, ai-je lâché, en les balayant du regard. N'oubliez pas de laisser un pourboire au serveur. Ou ne le faites pas, ça m'est complètement égal. J'ai plongé la main dans ma poche. J'en ai sorti le double des clés de sa voiture, de notre appartement, et de notre maison de campagne. Je les ai jetées sur la table, juste à côté des chemises cartonnées. Le bruit métallique a résonné dans le silence de la pièce, lourd, et définitif, comme le glas d'un enterrement. L'appartement sera mis en vente d'ici 1 mois. Toutes tes affaires personnelles ont été emballées, et transférées dans un garde-meuble. L'adresse exacte t'a été envoyée par SMS. Je te conseille de les récupérer avant la fin de la semaine, sinon, tout partira directement à la décharge. J'ai pivoté sur mes talons, et je me suis dirigé vers la sortie. Derrière moi, un grand fracas a retenti. L'un d'eux avait perdu l'équilibre, renversant une chaise. Des sanglots bruyants ont suivi. Puis, j'ai entendu la voix de Victor, rauque, brisée par la panique. « Attends, Julien, s'il te plaît, on peut sûrement trouver un arrangement. » Je n'ai même pas daigné me retourner. La lourde porte du restaurant s'est refermée derrière moi, en douceur, presque sans le moindre bruit. L'ascenseur est arrivé instantanément. Je suis descendu au rez-de-chaussée, puis j'ai marché jusqu'à la rue. La ville nocturne m'a accueilli avec sa brise fraîche, et ses milliers de lumières étincelantes. J'ai pris une profonde inspiration. Pour la première fois depuis très longtemps, l'air m'a paru remarquablement pur, enfin débarrassé de l'odeur étouffante de la trahison, et du mensonge. Je me suis installé au volant de ma voiture, j'ai démarré le moteur, et je me suis éloigné. Dans le rétroviseur, le restaurant, l'avenue, ressemblait à un gros cube de lumière immobile, mais je ne lui prêtais déjà plus aucune attention. Mes yeux étaient rivés sur la route, droit devant moi. Le plat de la vengeance avait été servi, et il était aussi froid que la part de gâteau laissée sur la table. Mais, contrairement à ce dessert écœurant,
elle m'avait apporté une satisfaction réelle, profonde, et si longtemps attendue. Et vous, que pensez-vous de la réaction de Julien? Sa vengeance était-elle justifiée, ou bien estimez-vous qu'il est allé beaucoup trop loin? N'hésitez pas à partager votre opinion dans les commentaires, pour que nous puissions en discuter ensemble. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, puis de cliquer sur la cloche de notification, pour ne rien manquer de nos prochaines histoires passionnantes, sur les thèmes de la justice et de la trahison. À très bientôt, pour une nouvelle vidéo. Morale de l'histoire, la trahison engendre un froid glacial, mais seule la maîtrise de soi, et le strict respect des lois, peuvent transformer la vengeance en une véritable justice. La vraie force ne réside ni dans les hurlements, ni dans la violence physique, elle se trouve dans le silence de ceux qui parviennent à garder leur dignité, au moment même où leur monde s'effondre. Souvenez-vous d'une chose essentielle, tout ce qui se trame dans le secret, finit tôt ou tard par éclater au grand jour, et le prix du mensonge s'avère toujours beaucoup plus élevé qu'on ne l'imagine.